Baguette et baguette. Épisode 4. Maeva se construire une carrière en finance à Hong Kong. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce 5e épisode de notre projet Baguette et Baguette, une série de 7 podcasts visant à faire découvrir Hong Kong au plus grand nombre et à promouvoir les opportunités de cette ville si peu ordinaire. Aujourd'hui, pour cette interview, nous recevons Maeva. Maeva, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui et on va te laisser te présenter pour commencer. Déjà, merci de m'avoir invité à ce podcast. Ravie d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Maeva Uke, j'ai 27 ans. Je travaille en finance durable chez Natixis CIB, Hong Kong. D'accord. Je suis arrivée à Hong Kong en octobre 2021, donc il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. D'accord. Et avant de travailler chez Natixis, qu'est-ce que tu as fait de beau, de études, peut-être des stages auparavant? Alors, si je peux peut-être un peu reprendre sur mon parcours académique, j'ai fait une prépa ECE à Toulouse, à la suite de laquelle j'ai intégré Grenoble, école de management. D'accord. Pendant mon année de césure, j'ai fait un premier stage de césure chez Natixis CIB en Sustainable Finance. D'accord. Donc ça a été vraiment ma toute première expérience. À la suite de ça, j'ai fait un stage en asset management chez Amundi AM, dans lequel j'étais en charge avec des portfolio managers de la gestion de portefeuille ISR, donc avec un impact social dans les investissements qu'on faisait. Ok. Et à la suite de ça, j'avais énormément aimé mon expérience chez Natixis, donc je suis revenue chez Natixis en alternance en Sustainable Finance. Ok. Et à la suite de cette alternance, on m'a proposé un VIE à Hong Kong, toujours en Sustainable Finance, chez Natixis. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Hong Kong. Et pour finir l'histoire, je suis toujours en Sustainable Finance chez Natixis. Tu m'as l'air d'apprécier le Sustainable Finance. J'aime bien la Sustainable Finance, sinon je ne serais pas encore. Et du coup, aujourd'hui, mon contrat permanent, toujours. Ok, bah trop cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément de ce qu'est ton métier? Parce que la Sustainable Finance, on entend parler, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Ouais, effectivement. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de façon synthétique. Ça inclut beaucoup de choses. Je vais essayer de centrer ça sur ce que moi je fais au quotidien au cœur de la CIB. En fait, l'histoire de mon équipe, le Green and Sustainable Hub de Natixis, c'est une équipe qui a été créée vraiment au milieu de la CIB pour venir en support à toutes les business lines de la banque. CIB Corporate and Investment Banking. Excusez-moi, c'est vrai que c'est pas connu de tout le monde. Donc, pour revenir, c'est vrai, dans un premier temps sur la CIB, c'est donc en français la banque de grande clientèle, c'est-à-dire donc l'entité du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, en charge de la relation grande clientèle, c'est-à-dire avec les clients de la banque qui ont un énorme besoin de financement, les grosses capitalisations, etc. Donc surtout en fait les produits qu'une banque d'investissement peut proposer à ses clients, c'est-à-dire des produits de debt capital market, d'equity capital market, des produits de dette, que ce soit pour des financements au niveau des corporates, que ce soit des financements de projets, des financements d'échanges de matières premières. C'est un scope assez large, c'est pour ça que j'ai mentionné au début que j'essaierai d'être synthétique. Mais c'est à peu près ça, l'overview qu'on a d'une banque d'investissement. Okay. Et donc du coup, le but, pour revenir à la Sustainable Finance, le but de l'équipe, qui a été créée en 2017, c'est assez récent. C'est très récent, ouais. C'est très récent, c'est d'avoir un hub, comme c'est le nom de l'équipe, le Green and Sustainable Hub, d'avoir un hub qui vient en support en fait à tous ces métiers-là et à tous ces produits-là, pour essayer, dès qu'il y a un angle green, social, dans les produits, de structurer un produit de finance durable, ce qui peut donc d'apporter une concrétiser. expertise particulière sur ce domaine-là. En fait, au-delà de chaque projet et de chaque produit qu'on va venir structurer, nous, ce qu'on va structurer, c'est pas une structuration financière, c'est une structuration ouverte. C'est-à-dire, je vais essayer de prendre un exemple assez précis, dans le cadre d'un financement de la banque prêt, donc crédit, un financement de loan à nos clients. Un des produits sur lesquels on travaille le plus, c'est les green loans. Donc ça va viser en fait à structurer toute la documentation qui va assurer aux investisseurs, aux prêteurs, que la totalité des fonds qui vont être levés vont
venir financer des projets verts. D'accord. Et donc d'assurer la transparence du financement pour que en fait, l'investisseur, le prêteur s'assure que la totalité de ses fonds a été investie dans des actifs verts pour que le prêteur ait un aperçu de la façon dont les fonds vont être traqués en interne, de la façon dont il va y avoir un reporting sur ces investissements-là, et du coup pour qu'il y ait une transparence totale sur l'investissement. Ok. Vous apportez en quelque sorte une certification en fait sur des produits bancaires. On apporte, je dirais, plus de la transparence qu'une certification. Je dirais plus qu'on essaye de mettre un tampon, un stamp sur les prêts de la banque, donc d'essayer de convertir ces prêts en prêts verts, prêts sociaux, prêts liés à la durabilité. Et donc nous, ce label, on l'apporte en structurant donc toute la documentation green qui est liée à ces produits-là. Et la certification, elle va plus venir par des bureaux de conseil externes qui vont venir s'assurer que le travail qu'on a fait est cohérent et robuste d'un point de vue environnemental. Okay. Donc ça implique beaucoup de parties, le client, la banque, les agences de notation externes. Et voilà, c'est à peu près ce que je fais. Je pourrais en parler pendant très longtemps. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. Pour moi, c'est un pan de la finance que je connais très peu. Ok, souvent en fait on en parle, mais on ne sait pas forcément très précisément ce en quoi ça consiste. Je pense que ce qui est important, juste de rajouter brièvement, c'est que ce qui est important dans Sustainable Finance, c'est presque plus l'aspect sustainable que finance, parce qu'on a vraiment en tête la connaissance des secteurs, la connaissance en fait des dernières technologies dans un secteur qui peuvent être considérées comme sustainable, comme durables. Et finalement, on a plus besoin de connaissances ESG sur la biodiversité, sur le climat, les émissions de CO2, que finalement des connaissances en valorisation, en crédit, etc. Donc je dirais que le mot sustainable est aussi important que le mot finance. Ok. Juste pour revenir plus tôt, tu as dit que tu avais fait le même travail en fait dans l'équipe à Paris. Et qu'on t'avait proposé un VIE. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'expatrier à Hong Kong, de poursuivre ton travail à Hong Kong alors que tu es dans une équipe à Paris? Je dirais que j'avais pas forcément envie de rester à Paris. Moi j'ai passé uniquement 2 ans à Paris, je suis pas de Paris à la base. Donc mon alternance et mes 2 stages de séjour, c'était mes 2 premières années d'expérience à Paris. J'ai bien aimé la ville. Mais en fait, je dirais pas que j'ai fait le choix de repartir à l'étranger. Mais c'est vrai que quand on m'a proposé un VIE, c'était dans les missions que je voulais faire, c'était dans une équipe que je connaissais. J'avais déjà une expérience en Asie. J'avais fait, quand j'étais en école, j'avais fait un échange à Singapour. D'accord. En 2019, pendant mon premier stage, même si j'étais à Paris, j'avais fait un voyage à Hong Kong aussi, donc je connaissais la ville. Ah, ok. Nice. Et du coup, je vous cache pas que quand mon manager m'a appelé, mon manager en fait à ce moment-là à Paris, qui lui allait s'expatrier à Hong Kong, m'a proposé le VIE. J'ai un peu, j'ai un peu bégayé parce que je m'attendais pas en fait à avoir cette offre-là. Ouais, justement, c'est quelque chose que j'allais venir. Ouais. Est-ce que tu avais des appréhensions à travailler en Asie, surtout à Hong Kong? Alors, travailler en Asie, non, parce que je savais que ce serait une expérience hyper enrichissante. Je savais que Hong Kong, c'est quand même pas la Chine, c'est-à-dire que pour des personnes qui viennent de l'Europe, c'est plus simple que la Chine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas là forcément la barrière de la langue parce qu'en Hong Kong, on parle très bien anglais. Ouais. C'est plus, tout le monde me l'a dit, c'est plus occidentalisé que le reste de la Chine. Donc j'avais pas forcément de crainte vis-à-vis de Hong Kong. Je savais que ce serait une expérience hyper enrichissante. Le seul truc qui a tiqué comme ça à froid quand on m'a fait l'offre, c'était plus l'éloignement avec ma famille. Ouais, l'éloignement, le fait de savoir que j'allais pas pouvoir voir ma famille tous les mois, que ce serait plus 1-2 fois par an. Ouais. Et savoir que c'est un peu recommencer une vie à zéro. Je connaissais absolument personne à Hong Kong. C'est pas comme si j'arrivais avec des amis qui allaient pouvoir m'introduire, qui allaient pouvoir me donner plein de conseils. Je connaissais vraiment personne. Donc c'est un peu dur quand on finit ses études, qu'on a tout son réseau, qu'on a tous ses amis, qu'on a sa zone de confort, de dire bon bah j'accepte cette offre et je recommence tout à zéro et voilà. Alors justement, donc en fait t'avais pas tant d'appréhension à venir à partir loin en fait. Non. Mais est-ce que tu as vu des différences concrètes entre l'équipe à Paris et l'équipe à Hong Kong dans la manière de travailler? Forcément, et pas du fait qu'on soit à Hong Kong, mais plus lié au fait que l'équipe dans laquelle je travaillais à Paris, c'était une équipe d'à peu près 30-35 personnes. Et que l'équipe dans laquelle je suis arrivée à Hong Kong, en contrat permanent, on n'était que 3. Okay. Plus une stagiaire.
D'accord. J'étais contrat permanent, mais VIE, j'étais à la base, c'était quand même un CDD, enfin, c'est considéré comme un CDD, mais donc ça faisait 2 permanents et 2 contrats temporaires. Donc c'était une équipe de 4 personnes. Et ça a changé beaucoup de choses. Et c'est pas spécialement le fait d'être à Hong Kong et de travailler en Asie qui a changé les choses. C'est vraiment la taille de l'équipe. C'est la taille de l'équipe qui a été... Et par curiosité, tu préfères quelle dimension d'équipe? Je préfère une petite équipe. Ok. Ouais. Beaucoup plus humain. Forcément, quand on est junior, on a beaucoup plus de place. Ouais. C'est beaucoup plus facile de prendre sa place dans une équipe de 4 personnes que dans une équipe de 30 personnes où c'est plus les personnes seniors qui ont l'habitude de prendre un rôle. Ouais. Et puis en fait, quand on est que 4, on est un peu obligé de toucher à tout. Là où à Paris, les tâches étaient plus délimitées, les missions étaient plus délimitées, à 4, on n'a pas le luxe de choisir ce sur quoi on travaille. Et du coup, c'était assez transverse, c'était assez pluridisciplinaire. Et c'est ce que je préfère. Ok. On a quand même parlé finance et de la France. Hong Kong est notamment connu pour être une place financière très importante. Une fois sur place, d'ailleurs, ça s'est confirmé pour nous trois. Enfin, on a tous été étonnés par la proportion de Français qui, ici, travaillent dans la finance. Tu t'y connais sans doute mieux que nous sur le sujet. Pourquoi Hong Kong est une place financière si importante aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des raisons à ça, qu'elles soient historiques, économiques? Alors, je pense que c'est une question très compliquée parce que je pense que pour répondre à cette question, il faut avoir un angle à la fois géopolitique, économique, sociétal. Ouais, effectivement. Mais pourquoi est-ce que Hong Kong est une place financière aussi importante? Je dirais que déjà, si on devait sélectionner les 3 premières places financières mondiales, New York, Londres, Hong Kong, on remarque qu'il y en a une par continent. Donc je pense qu'il y a ce besoin en fait un peu géopolitique, économique, d'avoir une capitale par région pour lier en fait la croissance et les échanges dans chaque continent. Ouais. Je ne saurais pas expliquer pourquoi on est aux Amériques c'est New York, pourquoi en Europe c'est Londres. Quand je réfléchis à Hong Kong, je pense que évidemment je suis pas une spécialiste en histoire, mais la colonisation anglaise a joué pour beaucoup, en fait, a favorisé les échanges entre l'Europe et la Chine. Et il y a aussi ce fait que Hong Kong, là, encore une fois, c'est une question délicate, mais Hong Kong a toujours eu un peu ce statut spécial, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Hong Kong, SAR, donc Special Administrative Region, qui a fait que on est dans un endroit qui est assez spécial où les règles sont faites pour que cette ville soit en fait au cœur des échanges. Et on a souvent l'habitude de dire que c'est vraiment le sas entre la Chine et le reste de l'Europe. D'accord. Et je pense que c'est ce qui fait que Hong Kong, en tant que place financière, a été très importante et est toujours très importante aujourd'hui. Et si je pouvais rajouter un angle un peu métaphysique, j'ai envie de dire, Avec plaisir. sortir des conversations un peu formelles, j'ai déjà été voir un ostéopathe à Hong Kong qui m'a déjà dit qu'en termes d'énergie, ici les maîtres qu'on appelle ça l'énergie, les maîtres de l'énergie à Hong Kong, le feng shui. Les maîtres feng shui ont l'habitude de dire qu'à Hong Kong il y a une énergie spéciale. Ah d'accord. Je ne sais pas si vous le saviez, non, je sais pas. mais Okay. économiquement, c'est vrai que quand on regarde la taille de Hong Kong, la façon dont elle est située, entre 2 montagnes, traversée par une rivière, on se dit mais qui a eu l'idée de faire de cette ville la ville qu'elle est aujourd'hui? Et apparemment, énergétiquement, il y a un truc. Ok, d'accord. Ok, très marrant. Ok, je savais pas. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités ici pour les Occidentaux dans le secteur financier? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est alors pour les Français en particulier, mais même pour toutes les nationalités. Il y a beaucoup de nationalités, donc beaucoup d'opportunités. C'est une ville qui est encore très très ouverte à toutes les nationalités, à toutes les initiatives. Et ça se voit, moi je le vois dans mon travail dans une banque d'investissement française. Je le vois par mes amis français qui travaillent dans d'autres secteurs que Hong Kong est très ouvert aux différentes nationalités. Mais selon toi, est-ce que parler mandarin est-il un nouvel impératif pour travailler ici, et notamment pour travailler en finance? Alors je dirais que c'est à moitié vrai, à moitié faux. Je m'explique en fait. J'ai eu entendu dire, ça ne me concerne pas personnellement, j'ai eu entendu dire par des collègues en fait, des collègues et amis qui travaillent plus sur la partie marché
de la banque d'investissement, c'est-à-dire, j'ai pas trop évoqué cette partie de la banque d'investissement, mais qui inclut tous les traders, les personnes qui structurent des produits structurés, les vendeurs, etc. D'accord. Donc c'est une partie avec laquelle je suis moins familière parce que c'est pas la partie de la banque dans laquelle je travaille, mais j'ai entendu dire par ses collègues, amis, que maintenant pour les métiers orientés marché, c'était de plus en plus un prérequis de parler mandarin. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le cas côté banking, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres secteurs, mais en tout cas en finance, notamment pour les métiers de vendeur. Comme Hong Kong a une énorme partie de son activité qui est liée à la Chine, pour faciliter les échanges, c'est vrai que le mandarin est quand même assez important. Mais c'est pour ça que je dirais que c'est pour une partie assez spécifique de la branche finance. Donc c'est pas rédhibitoire si on parle pas mandarin pour arriver à Hong Kong. Est-ce que du côté de Hong Kong, tu es amené à travailler aussi avec les autres régions asiatiques? Je pense à l'Asie du Nord, le Japon, la Corée, ou un peu plus tout ce qui est Australie, Singapour, l'Asie du Sud-Est comme le Vietnam. La façon dont on s'est structuré dans l'équipe, c'est vrai qu'on est basé à Hong Kong. Et encore, l'équipe a pas mal évolué depuis que je suis là. On a moins la moitié de l'équipe qui est aussi basée à Singapour. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a beau être basé à Hong Kong. Moi, j'ai ma collègue Xin qui est chinoise, qui s'occupe des transactions chinoises. Mais il ne faut pas oublier qu'on a PAC. Enfin, la PAC, c'est... Donc, je ne sais pas si encore une fois, la PAC, j'ai besoin de développer. Asia-Pacifique. Explique. La région Asie-Pacifique. C'est pas uniquement la Chine et c'est pas uniquement Hong Kong. Quand on y pense, c'est hyper vaste. On a tendance à sous-catégoriser la région Asie du Sud-Est, Southeast Asia. Donc Greater China, North Asia avec plus Japon, Corée. Je dirais que l'Australie, Nouvelle-Zélande est aussi une région un peu à part. D'accord. Après, on a l'Inde qui a ses spécificités. Donc voilà, la région APAC, elle est vraiment, elle englobe plein de nationalités. Et personnellement, je dirais que je passe 80% de ma journée de travail à travailler avec l'Australie. Ah d'accord. Donc c'est pas parce que je suis basée à Hong Kong. C'est pas forcément le pays auquel on pense naturellement quand on dit je travaille à Hong Kong. Le siège social de Natixis APAC, c'est à Hong Kong. Mais du coup, c'est un peu un souhait stratégique d'avoir l'expertise green concentrée à Hong Kong et à Singapour, dans les deux hubs principaux d'Asie. Mais on couvre absolument toute l'Asie et personnellement, je travaille énormément avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est bien que tu parles de Singapour parce que ça me fait une transition absolument parfaite pour ma question suivante, qui est que voilà, il y a une autre place financière en Asie qui offre des opportunités pour les Occidentaux et c'est Singapour. Aujourd'hui, de plus en plus, on entend parler d'une rivalité sur le plan financier entre Singapour et Hong Kong. En fait, laquelle des deux villes s'imposera comme la place financière d'Asie? Est-ce que dans ton métier, tu l'as déjà ressenti? Est-ce que tu sens qu'il y a des transformations qui... Ouais. Alors, ce qui m'aide vraiment à répondre à cette question, c'est le fait que j'ai fait un échange à Singapour il y a 4 ans. D'accord. Donc, j'ai vécu 4 mois à Singapour. Même si c'était il y a 4 ans, ça me permet de assez facilement comparer la ville. Je dirais que ce qui est important à avoir en tête, c'est que la situation a énormément changé ces 4 dernières années. Et le Covid a eu un impact vraiment monumental sur la situation de ces deux villes-là. D'accord. Je dirais qu'il y a 4 ans, Singapour ne faisait pas vraiment de concurrence à Hong Kong en termes de place financière et de centre économique. C'était une ville aussi très dynamique, mais il n'y avait pas vraiment de concurrence entre les deux villes. Ok. Ce qui a énormément changé avec le Covid, c'est que les deux villes n'ont pas réagi à la situation de la même façon. Et comme en fait Hong Kong a réagi plus tard et de façon, je dirais, un peu plus sévère qu'à Singapour, forcément il y a plein d'expatriés qui sont partis à Singapour. Il y a plein de boîtes qui, parce que mécontentes de la façon dont la situation Covid avait été gérée à Hong Kong, ont bougé à Singapour. D'accord. Et donc aujourd'hui, je l'ai lu vraiment récemment, il y a une semaine ou deux, que Singapour avait dépassé Hong Kong en termes de, je pense que c'était en termes de croissance économique ou de place économique, pas forcément en tant que place financière. Ouais. Mais ça se traduit aussi par l'augmentation du coût de la vie à Singapour, qui traduit en fait l'afflux des personnes qui travaillaient avant à Hong Kong vers Singapour. Ok, complètement. Donc j'ai pas de boule de cristal, je peux pas dire à l'avenir comment les choses vont évoluer. On est très déçus. On est extrêmement déçus. Pour justement ajouter peut-être un point à Hong Kong, encore une fois, je peux pas lire l'avenir, mais ce que j'ai beaucoup entendu des personnes qui avaient
migré de Hong Kong à Singapour, notamment mon manager, qui était à Hong Kong la première année de mon VIE et qui est parti à Singapour la deuxième année au vu de la situation Covid, par mon dentiste, par plein de personnes qui étaient là depuis très longtemps à Hong Kong, qui ont déménagé à Singapour, ils pleurent tous Hong Kong. D'accord. Ah d'accord, Ouais. c'est pas ce à quoi Vraiment, on ça. s'attendait. Non, toutes les personnes qui ont vécu, qui sont attachées à Hong Kong, je pense, ont vraiment à cœur de revenir à Hong Kong. Parce que même si les opportunités économiques, je pense, maintenant ont vraiment évolué à Singapour, je pense que beaucoup de gens pourront dire Singapour, j'adore Singapour, mais c'est une ville beaucoup plus petite, où il y a beaucoup moins de choses à faire. Donc en termes de nature, de cadre de vie, c'est pas aussi varié, c'est pas aussi riche. Et puis, c'est une ville assez récente, Singapour. Donc il y a souvent cette impression que Singapour, c'est un peu Disneyland, c'est un peu aseptisé. Là où Hong Kong est plus authentique, avec une vraie histoire, avec plus d'authenticité. Donc, je pense que d'un point de vue, je dirais, contextuel, au vu des événements des dernières années, ça a joué en la faveur de Singapour. Mais je pense quand même que Hong Kong a toujours plus d'atouts à vendre que Singapour. Eh bien, moi aussi, ça facilite ma transition parce qu'on reste à Hong Kong. Cela fait maintenant 2 ans et demi que tu es à Hong Kong. Tu as signé donc un CDI à la suite de ton VIE. Pour rappel, le VIE, c'est un contrat défini entre 6 et 24 mois. Vous pouvez voir notre épisode numéro 1 avec Juliette. Il est très bien. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait rester en France Qu'est-ce qui t'a fait rester à Hong Kong au lieu de rentrer en France? Parce que tu as dit que justement, une de tes interrogations quand t'as proposé de venir à Hong Kong, c'était l'éloignement avec la France. Donc, pourquoi est-ce que tu es resté à Hong Kong? Je dirais, et c'est pas une réponse qui me satisfait, mais c'est la réalité. Je dirais qu'un peu de la même façon que j'ai été amenée à Hong Kong, ce qui m'a emmenée à y rester, c'est l'offre de CDI qu'on m'y a faite. D'accord. J'aimerais dire que ça a été un choix réfléchi, que j'ai longuement réfléchi à mon avenir, à mes options, etc. C'est pas vrai. D'accord. Je savais que l'issue assez naturelle de mon VIE, c'était de rester en CDI. Je savais, par mon manager, par les échos que j'avais du management, que ce serait possible de rester à Hong Kong. Et en fait, Hong Kong, c'était une ville que j'adorais. Je m'épanouissais dans mon travail, je me sentais bien dans mon équipe. Donc en fait, pourquoi refuser Je vais pas dire que c'était par défaut, que je suis restée par défaut. Bien sûr. Mais en fait, quand en fait les choses s'enchaînent de façon naturelle, finalement on prend les choses comme elles arrivent. Je dirais que ce qui est plus dur, pour être vraiment honnête avec vous, c'est une fois qu'on est en CDI, comme j'ai été un peu amenée là de façon naturelle, pour moi, ce qui est plus dur à planifier, c'est la suite après le CDI. Ouais. Parce qu'il y a toujours un peu cette évolution d'un stage à un VIE, d'un VIE à un CDI, mais après le CDI, il n'y a plus rien. D'accord. Donc soit on reste là 10 ans, Ouais. mais il n'y a pas autre chose qui va nous emmener ailleurs, il n'y a pas de next step, quoi. C'est à nous de se dire combien de temps est-ce que je veux rester là, est-ce que je suis encore satisfaite de ce que m'apporte la ville, est-ce que je suis encore satisfaite de tout simplement du cadre de vie, est-ce que l'éloignement avec ma famille, est-ce qu'il compte toujours autant ou est-ce que je peux encore mettre ça de côté pendant quelques années. Donc c'est plus l'après qui est difficile à planifier que en fait, les choses qui s'enchaînent rapidement. Ok, Justement, très clair. Justement, comment est-ce que tu le vis cet éloignement avec la France? C'était parti un peu vite, 2 ans et demi, ça passe très vite. Est-ce que tu arrives à garder ce contact de manière régulière? Est-ce que tu te rends en France quelques fois dans l'année? Alors, je dirais que honnêtement, hein, si je dois lister les avantages d'être expatrié et les inconvénients, je dirais que je peux vous citer sur une vingtaine, une trentaine d'avantages à vivre à Hong Kong. Et malheureusement, un des seuls inconvénients, c'est l'éloignement avec la famille, et je dirais pas avec la France. La France ne nous manque pas forcément, mais l'éloignement avec la famille, les amis, c'est un des seuls arguments négatif au fait d'être expatrié, et ça a son poids en fait dans la balance. La façon dont je gère ça, j'essaie de rentrer minimum 2 fois par an. Il y a des personnes qui rentrent uniquement une fois par an, soit à Noël ou pendant l'été. Pour moi, c'est pas envisageable. Voir sa famille une fois par an, pour moi, c'est pas assez. Je suis très proche de ma famille, je suis très proche de mes amis aussi. Donc évidemment qu'on entretient un contact, on s'appelle très souvent, on s'envoie des messages très souvent. C'est pas le contact quotidien qui manque, mais c'est vrai que sur le long terme, savoir qu'on voit sa famille et ses amis d'enfance, ses amis de longue date que 2 fois par an,
ça pèse dans la balance et c'est vraiment un peu le bémol quand on est expatrié et quand on est expatrié aussi loin. Ouais. Parce que même si maintenant avec l'avion ça va vite, ça coûte cher. Ouais. C'est Oui. pas le temps de vol, hein. Ouais. Et si je voulais plaider pour le green, c'est pas l'empreinte carbone. Si, j'évite de prendre l'avion trop souvent par rapport à mon empreinte carbone, mais c'est le prix, ça a vraiment un prix. Et là, typiquement, je rentre à Noël pour une semaine parce que j'ai pas assez de vacances pour rentrer pour une semaine et j'ai payé 1 700 € mon aller-retour. Ah ouais. Qui est très cher, on le rappelle. Et en fait, c'est effectivement, ouais. horrible à dire, mais Ouais. donc je me suis interdit de ne pas rentrer à cause de ça parce que le temps que je passe avec ma famille, il a pas de prix. Je sais que je suis très contente d'avoir mis ce prix-là Ouais. parce que ça les vaut. Mais du coup, on peut pas se permettre de rentrer 4 fois par an. C'est impossible. Évidemment. Non, c'est. Ok, juste pour revenir avant, on a eu donc un petit point négatif sur être à Hong Kong, mais tu nous dis que tu avais 20 ou 30 avantages à être à Hong Kong. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ça fait 2 ans et demi que tu es là. Justement, avoir 20-30 avantages, c'est-à-dire que c'est quand même un épanouissement qui perdure, et en fait, je pense qu'il se renouvelle. Est-ce que tu peux nous dire justement comment cette vie à Hong Kong, elle ne s'épuise pas? Ouais, enfin, comment on grandit à Hong Kong? Ça, c'est une grosse question. Je crois que c'est la plus compliquée que vous avez posée. En fait, t'es la seule personne à qui on a l'opportunité de la Ah poser. ouais. Et à mes yeux et à tes yeux aussi, j'imagine, elle est très intéressante en fait. C'est difficile parce que pour répondre à cette question, je suis un peu obligée d'y mettre de l'expérience vraiment personnelle. Et là, ça devient une discussion vraiment plus personnelle. Je dirais en fait que, pour revenir peut-être au début de la question, c'est quoi les avantages à vivre à Hong Kong? C'est une ville très dynamique, avec plein d'opportunités. C'est une ville qui s'arrête jamais, où il y a tout le monde a tout le temps envie de faire quelque chose. Tout le monde est plein d'énergie, tout le monde est plein d'idées. C'est un des premiers arguments aussi qui est cité par toutes les personnes qui disent c'est le cadre de vie. Ouais. On peut être complètement perdu dans les buildings, dans une vie super intense, super électrique, et prendre le métro 20 minutes et se retrouver à la plage, se retrouver dans la jungle, se retrouver à faire des hikes dans les montagnes. On a des couchers de soleil incroyables. Enfin, d'un point de vue environnement, c'est fou. exceptionnel, ouais. C'est fou d'avoir ça collé à une ville aussi dynamique. Je pense que c'est unique comme ville dans le monde. Je connais pas vraiment d'autres villes qui cumulent, de façon aussi rapprochée ces deux aspects-là. Ouais. Je dirais aussi que c'est une chance de travailler en Asie. Ça faisait pas partie de vos questions, mais je me permets un peu de développer là-dessus. Tu es libre. Et en fait, tous mes amis, quand ils m'entendent parler de Hong Kong et de l'Asie, en fait, je dirais que quand on vit en Europe, l'Asie, c'est un peu un extraterrestre. Ah ouais. Les gens connaissent pas trop. C'est Ouais. souvent quand je repars comme dire bon retour à Shanghai, bon retour à Tokyo. Non, c'est Hong Kong, mais c'est pas grave. C'est pas aussi bien connu. C'est pas aussi bien Ouais, connu effectivement, que ouais. les US, le Canada, Ouais. le reste de l'Europe. Donc quand on repart en Asie, les gens, c'est Moi, un les peu gens le n'arrivent flou. pas à mettre une image Non, sur Hong Kong. Alors ça reste assez que New York, obscur. l'image, elle est Voilà, automatique. ouais. Mais sur Hong Kong, les gens n'arrivent pas à mettre une image Ouais. sur Hong Kong. Donc, et en fait, je trouve que c'est dommage parce qu'une fois qu'on est là, on se rend compte, je pense, du dynamisme dont l'Asie fait preuve et dont l'Asie a fait preuve ces dernières années. Ouais. En termes de croissance, en termes d'innovation. Je peux un peu recentrer sur le green. J'ai en fait la haine de la Sustainable Finance, donc notre équipe qui est basée à Paris, qui est venue il y a 4 ans en Asie, qui est passée par le Japon, par l'Australie, par Hong Kong, et qui est revenue 4 ans après. À cause du Covid, elle n'avait pas pu revenir pendant 4 ans. Ouais. Et le retour qu'elle nous a fait, c'était sur elle était super impressionnée de voir l'évolution de l'Asie sur les sujets sustainable, sur les sujets durables en 4 ans. Ok. Elle a dit on est passé d'une situation où personne ne comprenait ce que c'était le SG, personne ne se souciait de l'ESG, à avoir des conversations avec des gens qui savent de quoi ils parlent, qui sont à jour sur les dernières tendances, sur les pratiques de marché. Elle a dit elle a été vraiment impressionnée du rattrapage dont a fait preuve l'Asie. Et je dirais qu'en fait, c'est ça aussi que je cite dans les avantages, c'est le dynamisme, l'énergie dont fait preuve l'Asie et dans lequel nous on est, qui nous fait avancer, qui nous offre des opportunités. Et comparé au reste du monde, en fait, comparé à l'Europe, comparé aux Amériques, je pense que l'Asie a une ambition et une énergie qui va la porter très loin. Et je pense que c'est vraiment un continent, une région d'avenir. En tout cas, très dynamique, ça, j'en suis convaincue. Et pour revenir, Raphaël, à ta question, qui était comment est-ce qu'on grandit à Hong Kong? Donc, j'ai cité déjà tous ces avantages-là à travailler en Asie et à Hong Kong. Comment est-ce qu'on grandit? Je dirais qu'un des petits désavantages aussi le contre-coup, la face cachée un peu de cette énergie, c'est essayer de
de garder le rythme. Et ça, parfois, moi, c'est là peut-être que j'ai grandi à des fois où j'ai réalisé que j'avais besoin de me reposer. Ouais. Dans une ville où il y a tout le temps des nouvelles personnes qui arrivent, il y a tout le temps des nouvelles choses à faire, les gens... Comme en fait, c'est ça qui est important aussi en compte, c'est qu'il y a beaucoup quand même de rotation au niveau des personnes qui sont là. Les gens sont là pour 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en fait, ce flux de personnes, forcément, ça dynamise la ville. Mais c'est ce qui fait aussi que dès qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, les personnes qui arrivent là, elles ont envie de tout faire, de découvrir la ville. Ah, bien Et sûr, nous, ouais. en fait, si on reste dans ce jus-là, on s'épuise. Et c'est dur, en fait, dans une ville aussi dynamique, de se dire, je me mets en retrait 2 secondes, et Ouais. je me repose. Ouais. Et j'ai grandi, donc j'aurais peut-être pas les mêmes intérêts que ces gens-là qui viennent d'arriver. Et comment est-ce qu'on grandit? Je pense que c'est comme ça, c'est peut-être en faisant des pauses. En ce moment-là, il s'est passé beaucoup de choses ces 6 derniers mois, cette dernière année. Et là, je prends du temps pour moi, pour digérer tout ça, en fait. Voir quelles ont été mes erreurs, quelles ont été mes forces. Parce que c'est ça aussi qu'on se rend compte quand ça va aussi vite. C'est qu'on se rend compte, là, la capacité d'adaptation qu'on a aux situations, aux gens, etc. Et j'ai une amie, en fait, qui vit à Londres. Avec qui on échange très souvent, avec qui on s'appelle très souvent. C'est Une amie meilleure française? C'est une amie française D'accord. qui vit maintenant à Londres depuis presque 2 ans. Et en fait, c'est une de mes meilleures amies et on se parle presque toutes les semaines. Et parce qu'en fait, on s'est énormément rapprochés finalement en étant à l'étranger, chacune dans un continent différent, Ouais. en se partageant nos expériences et en se soutenant en fait dans nos expériences. Et c'était important aussi, je pense, d'avoir quelqu'un qui n'était pas sur le même continent que moi, qui avait la même expérience mais dans un contexte différent. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on est à l'étranger et que les choses vont aussi vite, on grandit 3 fois plus vite. Ouais. Et on vit les choses, alors dit comme ça, ça fait envie, on a l'impression d'avoir que les bénéfices, mais en fait, dit comme ça, les choses vont 3 fois plus vite et on apprend 3 fois plus vite, mais quand il y a un coup dur, quand il y a un problème, Ouais. c'est aussi 3 fois plus compliqué. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait grandir, mais c'est difficile. C'est pas que, voilà, là, évidemment, je cite beaucoup de choses positives sur Hong Kong, mais il y a eu beaucoup de moments très durs où on est éloigné de sa famille, il se passe beaucoup de choses, on Ouais. est fatigué, et il y a aussi des moments durs. Ok. J'espère qu'il y a d'autres questions que je vais pas finir là-dessus. Moi, je trouve que c'est une très belle manière de conclure l'entretien. honnêtement. Ok. Je trouve que c'est une Ça très belle apporte un véritable 360 Ouais. sur Hong Kong. En fait, On ne cache pas aussi, c'est évident, il y a des moments quand on est expatrié qui sont plus compliqués que d'autres, mais tu as beaucoup parlé aussi des bons moments. Et pour cela, merci beaucoup Maëva d'être Voilà. venue avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. à vous. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Baguette et Baguette sur Insta. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer notre 6e et dernier invité. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine.